toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous présenter des résultats d'un projet qu'on appelle GENI. GENI pour jumeaux d'enseignement numérique immersif et interactif. Donc, c'est un projet avec 4 partenaires. Les arts et métiers, donc 3 écoles d'ingénieurs, donc les arts et métiers, le CESI et le CNAM, donc qui forment des scientifiques et des ingénieurs, et puis le CEA, donc pour tout son apport et son expertise technique en réalité virtuelle et plus généralement en technologie immersive. Donc c'est un projet qui est financé par France 2030, qui va durer 3 ans, on en est à peu près à la moitié, et donc qui porte sur l'utilisation donc de jumeaux numériques de systèmes réels industriels, ce qu'on appelle plus généralement des jumeaux numériques technologiques pour la formation. Alors, quel est le point de départ? Les points de départ, on l'a déjà pas mal évoqué ce matin, c'est qu'on a des jeunes qui sont quand même très à l'aise avec tout ce qui est écran. Tout ce qui est écran, il y en a qui sont même très à l'aise aussi avec les milieux immersifs, notamment avec tout ce qui est jeux vidéo. Et de l'autre côté, dans le monde professionnel, on a des outils numériques et des technologies immersives qui se développent de plus en plus. Donc pourquoi ne pas réunir les deux aspects et utiliser des jumeaux numériques pour l'apprentissage? Donc GENI en fait a 2 objectifs. Le premier, c'est d'utiliser des jumeaux numériques pour faire évoluer et découvrir des nouvelles méthodes d'apprentissage, mais aussi pour en fait apprendre à nos étudiants donc des nouveaux outils pour l'industrie. Donc en fait, on se pose 2 questions fondamentales dans le projet GENI. C'est comment on va créer puis diffuser des jumeaux numériques de systèmes industriels réels. Et donc ça va nous amener à faire des innovations technologiques. Et ensuite, on se pose des questions sur l'usage. Comment va-t-on utiliser ces jumeaux numériques pour l'apprentissage avec tout ce que ça offre comme innovation pédagogique? Donc, on est distribué en différents work packages. Là, c'est juste pour vous montrer les différentes questions qu'on se pose. Donc, on a donc Solveig Fernagu qui porte un work package sur tout ce qui est comment utiliser les jumeaux numériques dans l'apprentissage. Et vous verrez que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, comment donc créer et distribuer des jumeaux numériques. Donc ça, c'est porté par Claude Andriot du CEA. Ensuite, comment expérimenter et évaluer ces jumeaux numériques dans l'apprentissage. Donc il faut qu'on ait des enquêtes et des évaluations de l'impact de ces jumeaux numériques. Et ensuite, comme on est donc financé par un projet public, comment diffuser tous ces acquis à la communauté. Donc on aura dans notre boîte à outils finale plusieurs éléments, donc des plateformes de création et de distribution de jumeaux numériques, un campus virtuel immersif, des guides, des recommandations pour l'usage des jumeaux numériques et des exemples réels de jumeaux numériques. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors quand on regarde un peu ce qu'il y a aujourd'hui sur les jumeaux numériques d'enseignement, excusez-moi, voilà. En fait, il y a beaucoup de choses sur les jumeaux numériques utilisés dans l'industrie. Et dans l'enseignement, vous ne voyez pas bien la courbe, mais il n'y a qu'une dizaine de papiers dans la littérature aujourd'hui sur l'utilisation, l'usage des jumeaux numériques pour l'enseignement, et dont certains, en fait, ça regroupe surtout le machine et le deep learning. Donc ça, c'est un point important, il y a beaucoup de travaux à faire. Et puis, il faut savoir aussi que dans le terme jumeaux numériques, en fait, il y a tout un continuum de jumeaux numériques. Quand on parle de jumeaux numériques, nous, ça veut dire qu'on a un jumeau physique en parallèle. Donc, c'est un peu différent, donc, du coup, d'un système de technologie immersive, d'un campus, par exemple, qui n'a pas forcément de jumeaux physiques. Et puis, suivant l'interaction entre la partie numérique et la partie physique, on va définir tout un continuum de jumeaux numériques.
Donc de notre côté, pour créer nos jumeaux numériques technologiques, ça veut dire par exemple d'une presse de forge ou d'une voiture électrique, eh bien on va définir 4 piliers. Donc on va partir du système réel, le jumeau physique qui existe. On va en faire une représentation, une maquette 3D virtuelle, la plus réaliste possible. On va ensuite, comme il y a un opérateur ou un apprenant, on va mettre en place un système d'interaction entre l'apprenant et puis le jumeau numérique, donc via un écran clavier, simplement une tablette, via un casque de réalité virtuelle, ça dépend. Et puis, le quatrième, alors on a également dans notre maquette 3D, on veut mettre des modèles physiques. C'est-à-dire qu'il faut que, donc c'est la cinématique, c'est des mouvements. Hein, il faut évidemment que notre jumeau prenne en compte les mouvements, mais ça va être aussi des modèles thermiques, des modèles d'écoulement, hein, pour représenter la réalité physique. Et puis le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle la connectivité, c'est l'interopérabilité entre le jumeau physique et le jumeau numérique. C'est-à-dire que par exemple, vous avez ici une ligne d'assemblage où sont programmés différents robots qui vont faire donc des gestes à différents moments. Et bien toutes ces données-là, on va les rentrer directement, on va les capter et les rentrer directement dans le jumeau numérique qui va reproduire. Et on va pouvoir comme ça tester des possibilités différentes. Et puis ici, on voit qu'il y a un problème. Le jumeau aussi, on peut tester en virtuel une solution et réintégrer tout ça dans le jumeau réel. Donc c'est ce qu'on va appeler la connectivité. Donc vous avez ici des exemples sur une coquilleuse. J'espère que ça va. Ah ouais. Donc est-ce que c'est possible de faire passer la vidéo? Parce que je pense que là, elle ne passe pas toute seule. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une coquilleuse pour de la fonderie en gravité. Donc en fait, on coule un métal liquide dans ce système-là, donc très chaud. Et ce métal liquide va s'écouler dans un moule. Donc vous avez ici le jumeau physique, ici le jumeau numérique, donc qui reproduit ça. Et en parallèle, ce que vous parlez de la physicalisation des modèles physiques, on voit l'écoulement du métal liquide et le champ de température lorsque ça se refroidit. Donc tout ça en temps réel, grâce à des métamodèles ou des modèles réduits, donc utilisant de l'intelligence artificielle. Alors on crée, vous voyez tout un ensemble de jumeaux numériques, donc je vais vous en montrer 3 exemples. Un exemple donc d'une ligne d'assemblage qu'il y a donc à l'école du CESI à Rouen, où là les étudiants donc doivent monter un vélo. Et donc ils regardent, vous voyez ici c'est de la réalité virtuelle, donc ils regardent les différents postes, ils regardent grâce à la réalité virtuelle, donc il y a une aide pour permettre à l'étudiant de savoir ce qu'il doit mettre en premier, comment il doit visser. Ensuite, il peut regarder également comment il va interagir avec un robot. Et puis, en dernière étape, il peut rechanger l'organisation des postes pour optimiser la ligne d'assemblage ou même changer, si c'est plus un vélo mais une trottinette, il va changer donc, les postes. Vous avez ici un deuxième exemple. Ah, c'est parti peut-être un tout petit peu vite. Je vais revenir en arrière, voilà. Où c'est une presse de forge. Donc vous voyez ici, ça c'est tout un atelier de forge complexe qu'on a au campus de Metz des Arts et Métiers. Donc on en fait le jumeau, la maquette 3D virtuelle. On essaye de la rendre la plus réaliste possible parce que c'est important que l'étudiant se sente bien dans le milieu immersif. Et puis, on va mettre en place tous les outils d'interaction avec dans ce jumeau numérique. Donc voilà l'exemple où on voit l'étudiant qui va commencer à déjà mettre ses équipements de protection individuelle.
parce qu'il va manipuler, vous allez voir après, donc des objets chauds. Donc vous voyez l'avatar, là, il est représenté sous forme de main. Et je ne sais pas si vous entendez, mais on a aussi reproduit les sons qui sont quand même assez bruyants d'une presse de forge pour vraiment qu'ils soient immersifs. Donc là, ça va être du forgeage à chaud, donc il faut d'abord qu'il ouvre et qu'il fasse chauffer donc, le four. Donc il met un thermocouple. Il va donner une température de consigne. Donc là, on est à 19 degrés. Et puis, il va mettre la température de consigne donc à 950 degrés. Donc, il va faire chauffer le four. Donc, il apprend les différents gestes les uns après les autres. Qu'est-ce que je dois faire en premier, ensuite. Donc, il va faire chauffer. Voilà, le four va chauffer. Alors, comme il n'y a pas d'intérêt à attendre pour l'étudiant que le four tourne, pendant 3 heures d'attente, ben, voilà, on lui montre la notion du temps de manière accélérée pour arriver à la température de 950 degrés par des animations. Donc là, c'est pas de la modélisation physique, mais par des animations. On reproduit une atmosphère chaude par la lumière. Hein. Vous voyez que vous avez ici. Et ensuite, donc, une fois que son lopin est chaud, il va pouvoir le transporter. Donc, vous voyez que ce lopin-là, on le transporte ici à la main. Donc, c'est aussi le cas parfois dans l'industrie, hein, ça peut être fait par un robot. Et après, il y a différentes étapes. Et donc, quand on transporte à la main un lopin de ce type-là, bah, forcément, ils sont refroidis. Et donc, le temps de transfert est très important à intégrer pour l'étape de forgeage. Et donc, les étudiants vont regarder l'impact du temps de transfert sur le champ thermique final et finalement la capacité de déformation en forgeage de votre pièce. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on ajoute des modèles physiques, puisque vous avez vu, alors de manière très rapide, le champ de température sur votre lopin. On va le revoir juste après. Et là, vous entendez le bruit. Voilà. Donc, il apprend aussi à... C'est exactement hein, le même tableau de bord que le système réel. Et donc, ça permet aux apprenants d'apprendre les gestes sans mobiliser l'équipement. Donc, on peut démultiplier ces postes virtuels. Et puis, seulement à la dernière étape, ils vont réaliser ça en pratique. Voilà. Et donc là, vous avez les étapes de forgeage où on a représenté les étincelles hein, qui existent quand on forge à chaud, on voit des étincelles. C'est de l'animation, c'est ce qu'on appelle de l'animation. Ça, il n'y a pas de modèle physique derrière. Donc, je crois qu'il y a encore une étape. Et puis, on va sortir le lopin. Donc, vous voyez, voilà, on va sortir le lopin. Il ne faut pas que je monte parce que sinon ça bouge trop vite. Voilà, il est là. Et là, vous avez par contre, en physique, le champ thermique grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je vais vous montrer un dernier exemple qui concerne un laboratoire de chimie cette fois. Donc, dans le même état d'esprit, je reviens juste en arrière, dans le même état d'esprit, l'idée c'est de partir du système réel et d'aller au système virtuel. Donc, dans ce module, avec ce jumeau numérique, en fait, il est conçu aussi pour avoir différents niveaux de difficulté. On peut faire tout d'abord une simple visite dans le jumeau numérique pour découvrir, pour s'habituer à l'utilisation des manettes et du casque virtuel. On peut ensuite avoir des informations sur, ben voilà, ce système c'est quoi. Vous voyez parfois des petits i qui apparaissent et qui vous donnent des informations. On apprend et vous avez aussi sur votre poignet, l'étudiant, s'il a un souci, en fait, il retourne son poignet et il peut voir les indications de la démarche à suivre. Il peut appréhender donc, des situations dangereuses. Que faire dans des situations dangereuses? Donc, vous voyez là, il a eu un accident, donc il va aller voilà, laver ses mains puis laver éventuellement ses yeux.
Il apprend aussi à utiliser donc ces équipements de sécurité, voilà, des niveaux de sécurité. Donc ça, il y a le niveau découverte, il y a le niveau apprendre les gestes de sécurité, et le dernier niveau, on apprend vraiment des expériences, donc en chimie, chimie analytique, chimie organique, etc. Voilà. Et donc, ce travail aussi, on voulait signaler qu'il est fait également avec l'aide de DeadTech, qui nous aide à développer ces jumeaux numériques. Et voilà, vous pouvez avoir plus d'informations voilà, en cliquant donc, sur le QR code. Et donc, on est au stand 43, si vous souhaitez faire des vraies démonstrations de nos jumeaux numériques. Voilà, merci à tous. Donc, s'il y a quelques questions, je suis prête à répondre. Très bien, bah, rendez-vous au stand... Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Merci. Oui, je voulais savoir si vous allez au-delà de la formation, et est-ce que vous pouvez, par exemple, tester les limites d'un équipement. Vous voyez, c'est de faire des stress tests. Alors, c'est tout l'intérêt de mettre des modèles physiques aussi, c'est qu'on peut tester des cas extrêmes, et donc c'est aussi envisagé. Alors, on ne l'a pas encore fait, nous, pratiquement, mais c'est un des objectifs qu'on ne va pas faire en réalité parce que c'est dangereux, mais par contre, qu'on va tester en virtuel. Oui, absolument. Vous aviez parlé tout à l'heure de jumeaux numériques en temps réel, donc qui est synchronisé avec son jumeau physique. Quels seraient les cas d'usage pour cette technologie, par exemple? Donc en fait, c'est clairement, par exemple, en ligne de production, hein, où on va mesurer, par exemple, une pression au cours d'une étape de forgeage ou d'une température, et on voit qu'il y a des anomalies, des dérives progressives qui apparaissent. Et là, donc, le jumeau numérique va réagir et va essayer de corriger des choses qu'il va renvoyer au jumeau physique. Donc voilà, c'est ce type d'application qui est envisagé. Juste dans la suite de la question précédente, c'est-à-dire la collecte des informations entre le jumeau numérique et l'objet physique, ça se fait par des capteurs, des senseurs, et ceux-là, ils sont normalisés. Comment ça se passe en fait pour identifier quel matériel mettre dans la chaîne qui peut être vraiment connecté avec le jumeau numérique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a évidemment des capteurs, mais qu'il faut qu'ils soient capables de communiquer entre eux. Il y a la notion de temps réel. Peut-être que Claude, tu veux... je m'adresse aux spécialistes. Ouais, en fait, c'est très dépendant de la machine en fait, qu'on peut avoir. Par exemple, sur un robot, c'est assez simple de récupérer la position, vitesse des articulations du robot. Sur une machine-outil aussi, mais sur d'autres procédés, il n'y a pas forcément les capteurs, donc soit il faut en amener de nouveau, etc. Et on utilise après des protocoles standards comme OPCUA pour récupérer toutes ces informations et les envoyer donc, du coup, sur le jumeau numérique. Mais c'est quand même de plus en plus, ces machines sont quand même de plus en plus connectées, donc le problème qu'on a, c'est surtout sur les vieilles machines. Par exemple, la forge, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une machine qui a peut-être 30 ans. Donc évidemment, à cette époque-là, mettre des capteurs, des bons capteurs, c'est pas évident. Donc on peut faire quand même du rétrofit pour mettre de nouveaux capteurs. Par contre, sur les machines récentes, en général, il n'y a pas tous les capteurs dont on a besoin. Ben, merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous revoir donc, au stand 43. Bonne journée à tous.